tourner des modèles de langage et au moins, ces modèles de langage, ils vont tourner en interne, pas de fuite de données, on peut couper l'accès à Internet, on sait ce qu'il fait, voilà. Et donc, on va vers cette souveraineté. Alors, une souveraineté française, franco-française, sur tous les aspects, c'est impossible, puisque on n'a pas les matériaux pour pour construire des ordinateurs, pour avoir les processeurs, etc. Les chipsets, ça sera toujours fait en Inde et en Chine, et on n'a pas les matériaux rares. On le sait tout ça. Donc, sur le point de vue de l'environnement, moi, alors j'aime bien l'analogie avec l'avènement des trottinettes électriques à Paris. On a mis ça du jour au lendemain dans les mains de tout le monde et on ne s'est pas posé la question de savoir, tiens, les batteries, quels matériaux rares on a mis dedans. Tiens, on n'a pas bridé la vitesse et donc tout le monde a commencé à les utiliser à tort et à travers, passer au feu rouge, prendre des sens interdits. Et finalement, qu'est-ce qu'on a fait ? On les a interdites, ces trottinettes électriques. Ici, on ne pourra pas l'interdire, puisque ça fait partie de notre quotidien. Tout le monde a un terminal, que ce soit une tablette, un ordinateur, un GSM, et tous ces terminaux acceptent de faire tourner ces modèles de langage qui sont sur des serveurs délocalisés. Donc, on ne va pas pouvoir l'interdire. Donc, il va falloir se saisir des questions à la fois éthiques, c'est-à-dire quel modèle de langage on utilise. Est-ce qu'on utilise un GPT de OpenAI ou Gemini ou Copilot, c'est-à-dire des textes, des modèles entraînés sur un corpus américain, ou est-ce qu'on va aller vers des choses qu'on fait en France? Et ça, c'est possible. On peut utiliser des modèles de langage souverains, entraînés sur nos données. On peut utiliser du RAG. Du RAG, c'est quoi? Il y a un modèle de langage qui a été pré-entraîné, mais on va lui dire, tiens, voilà la bibliothèque sur laquelle tu vas travailler, et on travaille en interne. Alors, nous, les VPNUM, on se fait débaucher, on reçoit des mails tous les jours d'Amazon, avec AWS, de Google, mais de Orange aussi, qui nous disent « Vous n'aurez pas les reins suffisamment solides pour faire tourner des modèles de langage. » Eh bien, voilà, avec le consortium qu'on a créé, on a prouvé que si. Et donc, non seulement nos données restent, alors on parle de souveraineté des données, c'est-à-dire que nos données restent protégées, puisque ça tourne en interne sur un serveur propre, et en plus, si on se base sur les dernières données environnementales que l'on a, eh bien, on est beaucoup plus écologique, c'est-à-dire moins énergivore, puisque ce serveur, il est utilisé à bon escient, il ne tourne pas toujours. En plus, il va tourner sur un corpus textuel qu'on peut délimiter avec le RAG. Donc, c'est pas comme ChatGPT qu'on compare souvent à un bazooka pour tuer une mouche, puisque en fait, il y a tout qui tourne. Donc, c'est très énergivore. C'est pour ça qu'ils localisent aussi leur serveur en Alaska, puisqu'il faut refroidir tout ça. Donc, voilà. Donc, on commence à cocher toute une série de cases. Bon, voilà, on a déposé aussi des projets, des réponses à des appels à projets sur le caractère éthique. À l'heure actuelle, on est au milieu du game, même avec nos juristes. Je parle beaucoup avec l'EDS, l'école de droit de la Sorbonne, avec la DAGI. Les textes qui sont créés par un modèle de langage, c'est acquis. Et comment finalement les copyrights de ce sur quoi il s'est entraîné, on ne sait pas, on n'a pas de réponse à l'heure actuelle, mais le sujet est au moins sur la table. Voilà. Pour moi, la plus-value de l'ESR, c'est justement de poser ces sujets-là. Parce qu'effectivement, il y a des enjeux éthiques et sociétaux, ne serait-ce que même que l'alimentation des données pour ChatGPT ou autre. Vous savez que le back-office, il n'est pas reluisant. Il ne faut pas croire que derrière l'IA, c'est des ordinateurs qui s'auto-alimentent entre eux tout seuls. Oui, il y a les gros data centers, effectivement, en Alaska, mais vous avez plein de petites mains en Asie qui saisissent de la donnée pour ChatGPT à l'échelle mondiale. Donc clairement, ça pose un sujet d'ordre éthique considérable. Éthique, sociétal, on l'a dit, environnemental, de transparence, de sécurité des données. Et là, c'est extrêmement important dans les universités, on y est très, très sensible, de droit d'auteur, ça a été dit, de souveraineté, tout simplement. Donc,
L'ESR a un chantier, mais effectivement, commence à être en cours. Il faut absolument des consortiums dès que les établissements se mettent ensemble, avec l'aide du ministère aussi qui commence à travailler à proposer des solutions sur effectivement une IA internalisée, souveraine, réduite à l'enseignement supérieur, mais déjà tout ce qu'on représente en termes de données, en termes de recherche, etc., c'est immense. Donc on a une réponse à donner. Et effectivement, j'avais été au colloque des DSI à Rennes où il y avait le projet RAG de Rennes qui avait été montré et que effectivement en consommation énergétique c'était bien moins important, 10% par rapport à ce que pouvait consommer l'IA générative classique commerciale. Donc je crois que là-dessus il n'y a pas de sujet. Après c'est plus l'acceptation dans nos établissements moi je vais dire il faudrait qu'on arrive à faire un peu l'éloge de la lenteur, c'est-à-dire à faire comprendre à notre communauté qu'on va construire des réponses, que l'ESR va construire des réponses effectivement avec une IA souveraine qui va moissonner ses propres données de manière sécurisée, moins énergivore, plus éthique, plus responsable, etc. Mais que tout ça, voilà, ça prend un peu de temps. Or là, on est dans malheureusement, on est dans la fuite en avant, la course en avant, effectivement, où tout le monde dit oui, mais moi, j'ai ChatGPT, j'ai Copilot sur mon téléphone et je veux faire tout de suite, etc. Alors qu'en plus, on montre qu'en termes de moissonnage des données, il n'y a pas forcément besoin de se précipiter sur tout un tas de choses. À Rennes, ils ont limité l'accès à leur RAG, ils ont limité entre 8h le matin et 18h le soir. Pourquoi ? Parce qu'en faisant un script de toutes les consultations de l'IA maison, il n'y avait pas même les chercheurs qui étaient à l'autre bout de la planète en déplacement, en fait, ils ne consultaient pas la nuit. Il y avait 2%. Donc on réduit. On met une charte éthique en disant la consultation du chatbot internalisé, c'est entre 8h et 18h. Ça, tous les établissements vont devoir s'approprier ça, construire des chartes éthiques d'accès à l'IA. Et effectivement, moi, je suis d'accord. Bon, malheureusement, on a vu dans la presse, il y a quelques établissements d'enseignement supérieur qui se sont mis dans les mains de ChatGPT. Mais clairement, nos établissements d'enseignement supérieur, moi, j'espère qu'ils vont tous faire ce qui a été dit par notre colloque de Sorbonne. C'est effectivement interdire les licences. Très clairement. Par contre, il faut se donner le temps et bon, il faut peut-être qu'on accélère. Il faut qu'on ait aussi l'appui de l'État, du ministère, de la DINUM au niveau interministériel pour accompagner les premiers réseaux et les premiers IA, maisons, ESR, souverains qui sont en train de se monter et qui moissonnent nos propres données pour permettre une exploitation éthique. Et ça, c'est vraiment c'est un peu la course là. Est-ce qu'on sera prêt à temps pour éviter que tout le monde dise non, mais vous êtes trop lent, là, ça sort pas, on va prendre ça. Il y a des pressions en interne, mais je pense que les établissements, en l'occurrence, là, c'est la DGS qui parle, c'est le rôle de la gouvernance, président, la direction générale, les VPNUM, etc., de fixer un cadre et de dire, voilà, ce qu'on fera et ce qu'on ne fera pas. Je peux juste rajouter, et vous avez entièrement raison, et j'appuie davantage sur, et il est important qu'on travaille ensemble, et à ce titre je remercie le CNAM pour ce type d'initiative et d'organisation, parce que c'est en se rencontrant qu'on est en mesure de travailler ensemble, parce qu'il serait complètement inefficace que chacun dans son coin, on n'a pas les moyens, de toute façon. Déjà on n'a pas les moyens, et puis réinvente la roue, puisqu'on est confrontés tous au même problème. Donc il faut construire ensemble des réponses. Et donc c'est en travaillant ensemble. Donc merci au CNAM d'avoir organisé cette journée. C'est l'association. Et l'association Econosip aussi. Excusez-moi. Je rectifie. Mais nous sommes accueillis au sein du CNAM. Au sein du CNAM. Merci au CNAM également. Alors je vais diffuser la réponse donc, à la question que je posais tout à l'heure. On va voir si ça fonctionne. L'IA, c'est un outil transformant nos pratiques, comme l'a été le numérique et la calculette avant ça. Aussi, c'est un outil qu'il faut apprendre à utiliser, qui peut nous faire gagner du temps, si tant est que ce soit l'objectif dans le quotidien. Oui, les méthodes d'évaluation sont... C'est la prochaine question. Voilà. Alors, vous voyez un exemple d'une personne qui s'exprime à travers une vidéo donc, qui est générée automatiquement par l'intelligence artificielle. Alors, on y a un peu répondu, mais sommes-nous prêts
La question, en fait, elle est là. Sommes-nous prêts à utiliser l'IA de manière très large au sein de l'ESR, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, et vous l'avez bien expliqué, ça coûte cher. Ça coûte cher de former, ça coûte cher les investissements technologiques qu'il peut y avoir, encore que Ragaren, j'ai vu aussi la présentation, finalement, ce n'est pas des investissements énormes, mais ça coûte cher aussi l'accompagnement avec les cellules d'innovation pédagogique. Est-ce qu'on a les moyens, là, ou alors quels seraient les objectifs raisonnables en termes de durée, de projection, pour dire, voilà, d'ici 1, 2, 3 ans, nous serons à peu près prêts pour répondre aux attentes? Quand je disais qu'il faut faire l'éloge de la lenteur, il faut se poser. Pour moi, il ne faut pas forcément poser tout de suite la question de l'IA. Il faut poser la question des process, des besoins. Faut rentrer dans une démarche d'amélioration continue, c'est-à-dire est-ce que selon tel process métier, tel besoin en formation, tel besoin en recherche, etc., on regarde quel est l'impact, l'apport, la plus-value de l'IA. Il faut toujours voir ça en plus-value, la valeur ajoutée, parce qu'il n'est pas forcément utile de recourir à l'IA pour tout. Et il va falloir faire des choix dans les établissements. Donc effectivement, actuellement, la priorité elle est plutôt donnée et c'est normal, parce que ce sont nos deux missions sur la formation et la recherche. France 2030 s'est positionné là-dessus, notamment en recherche. Sur la formation, on l'a dit, pour accompagner les enseignants et puis pour aussi former nos étudiants à l'IA. Donc ça, c'est priorité. Après, il va rester tout le reste du champ des fonctions soutien et support de l'établissement. Et là, l'IA peut répondre à tout. Hein. Ça fait même rêver certains services. Hein. On peut automatiser au niveau facturation à l'agence comptable, on peut améliorer complètement le processus paye, on peut gérer des dossiers étudiants en 48 heures alors que d'habitude ça prend 2 mois. Enfin, on peut tout faire avec l'IA de manière incroyablement. On peut faire des comptes rendus de réunions. Vous, communicants, vous pouvez faire des plans de communication, vous pouvez les générer par l'IA. On peut tout faire. Donc il va y avoir effectivement une forte demande de dire mais moi ça va me faire aller plus vite dans mon process métier, etc. Moi j'attire vraiment l'attention sur le fait qu'il va falloir prioriser et puis étudier vraiment en amélioration continue les process et quelle est la valeur ajoutée de l'IA. Et pas se lancer dedans comme ça. Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, ça coûte cher. Alors, si on se met en consortium, si on développe des outils publics en commun, etc., déjà, ça coûtera 10% de ce que coûte ChatGPT, hein, ça, on est d'accord. Mais quand même, ça a un coût énergétique dans nos établissements, etc. Pour ceux qui ont des data centers, bon, je pense qu'on pourra absorber mieux, effectivement, l'impact dans nos data centers et ça ira. Mais ça va coûter en énergie, ça va coûter même en accompagnement, en formation. Donc tout ça, c'est devant nous. C'est pour ça que bien réfléchir à l'IA, oui, parce qu'on n'a pas le choix, mais pourquoi faire, sur quel process métier, où est-ce qu'il y a vraiment de la valeur ajoutée dans la qualité de service, c'est-à-dire que moi je pense que ça va être important, c'est de se poser la question de l'offre de service, d'améliorer le service public. Si ça n'améliore pas considérablement le service public, ce n'est pas la peine d'y aller. Donc en fait, avant de se lancer tout de suite dans l'IA, il va d'abord falloir avoir une réflexion sur nos métiers, sur nos organisations, sur la manière de les faire progresser. Et si avec l'IA, on peut améliorer le service public, eh bien oui, on l'utilisera, mais moyennant tout ce qui a été dit avant, quoi. Donc voilà, se donner le temps, mais on est un peu dans la seringue quand même, hein, parce qu'il y a quand même des grosses pressions, y compris des services qui se disent « Ouais, non, mais attends, moi je gagnerais vachement du temps à faire ci, à faire ça. » Puis comme on est en période de contraintes budgétaires, etc. et tout. Et puis alors, il y a une chose qu'on n'a pas dit aussi, c'est l'acceptation sociale. Il y a quand même la grosse peur que l'IA va supprimer des emplois, etc. Alors que l'enjeu, c'est non pas de supprimer des emplois, c'est de remettre de l'humain. C'est-à-dire ce que l'IA va nous permettre d'automatiser en termes de process, de boulot absolument inintéressant, c'est-à-dire de tâches répétitives, ce temps-là disponible de nos personnels, eh ben, c'est pour qu'ils puissent s'investir dans des missions beaucoup plus intéressantes, qui donnent du sens, qui soient plus proches du public, dans l'accueil d'étudiants, etc. C'est pas pour virer les gens, au contraire, c'est pour qu'ils réinvestissent l'humain.
Mais ça, c'est des messages qu'il va falloir qu'on fasse passer, et c'est encore devant nous quand même. Ouais. Oui. Non, alors, je suis d'accord, ça va avoir un impact sur tous les métiers. Et alors, j'insiste, sommes-nous prêts? Et là non plus, il n'y a pas une homogénéité de réponse en fonction des établissements. Et j'insiste sur la nécessité d'un portage politique. Alors là, je plaide pour mon poste, bien sûr, mais non, mais c'est très important. Pourquoi? Parce que, admettons, vous parlez tout à l'heure dans les différents métiers, notamment les services. Facturation par exemple ou inscription. C'est évident que eux aussi, à la DSI, ils se font solliciter par toute une série de start-up, on se croirait à nouveau dans les années 2000, qui vont leur proposer des solutions IA pour faciliter leur vie. S'il n'y a pas un minimum de portage politique, la tentation est forte d'externaliser. Donc de payer une boîte IA sortie un petit peu de nulle part. Il y en a énormément, hein, vous ne pouvez pas imaginer. Et finalement, ben voilà, qu'est-ce qu'il advient de nos données? Est-ce que c'était bien nécessaire? Est-ce qu'ils connaissent bien le monde de l'enseignement? Il faut le faire nous-mêmes si on doit le faire. Voilà. Or, s'il y a un portage politique, ça nous permet, une fois de plus, de mutualiser, de comprendre un petit peu la réponse aux besoins dans un process, c'est-à-dire dans un système d'information, dans tout l'organigramme, finalement, de notre établissement, et aussi, finalement, de jeter des ponts avec soit d'autres établissements, soit avec les instances, les agences de mutualisation, comme l'AMU, par exemple, qui peuvent aussi répondre à nos besoins, mais ils peuvent répondre à nos besoins seulement si on leur exprime correctement. Et là, au moins, on reste dans le domaine public. Alors, j'ai rien contre le privé, bien sûr. Loin de moi l'idée qu'il faut absolument tout internaliser. Parfois, le privé répond correctement, mais pour savoir si ça correspond exactement à la réponse à nos besoins, il faut du dialogue, il faut communiquer, il faut s'asseoir à table avec les différents services. Quels sont les besoins? Pourquoi? Parce que si on ne comprend pas en fait de A à Z le processus, c'est-à-dire le besoin du métier, c'est pas une solution qui va. Je sais pas. Par exemple, si chez nous en RH, par exemple, on a beaucoup de mal, on a beaucoup de difficultés parce qu'on a un gros turnover. Voilà. Donc ça peut aider, ouais. voilà. Alors. Mais c'est pas juste en prenant ChatGPT ou je sais pas quel outil que ça va résoudre le problème. Non, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que le métier de RH, là où le bas blesse, et là on peut aider. Et finalement remettre de l'huile dans le rouage, et pour qu'ils récupèrent finalement une efficacité dans leur métier et donc une meilleure qualité de vie au travail, quoi. J'ai un exemple là-dessus. Hier, j'étais en visio avec une collègue de l'université d'Uni Minuto en Colombie, qui est une université privée. Et ils ont mis en place une IA, c'est un chatbot, c'est un assistant virtuel, c'est de la conversationnelle, absolument génial. Et donc, voilà, pour nous expliquer un peu comment ils faisaient. Et à la question sur le process de mise en place de l'IA, ils l'ont complètement internalisé, hein, l'IA. Ils ne s'appuient pas sur ChatGPT ni rien, ils ont vraiment fait une IA maison qui pourra accompagner les enseignants et les étudiants. Et je vais demander, dans l'ensemble du process, le temps de construction de la solution IA. Elle m'a dit, sur 1 an de process, ah non, la construction IA, c'était 2 mois. Par contre, pendant 10 mois, on a interrogé une enquête auprès de tous nos enseignants, auprès de 50% des étudiants. Ils ont 100 000 étudiants, hein, Uni Minuto. Et pour comprendre les besoins. De quoi ils avaient besoin, quels étaient les problèmes qu'ils rencontraient, comment on pouvait les aider au quotidien, etc. Un temps d'enquête incroyable pour voir à quoi il fallait répondre. Et c'est juste quand ils ont fait toute cette enquête, cette analyse des résultats, de voir quels services ils pouvaient offrir, c'est-à-dire qu'ils ont décortiqué le processus métier et toutes les actions, qu'après ils ont lancé les assistants virtuels et conversationnels, et maintenant ils en sont à la phase 2, à la phase 3, c'est-à-dire que leur assistant conversationnel, il peut dialoguer vraiment avec l'étudiant, et puis faire remonter des besoins au service et à l'équipe politique pour dire vous n'aviez pas vu ce truc-là, mais l'étudiant machin nous a dit que et tout, donc ça va dans les deux sens, il y a du feedback, c'est absolument génial. Mais la partie technique, la partie IA, c'était 10% du projet.
90%, c'était l'analyse du besoin, l'analyse du processus métier et parler avec les usagers de leurs besoins, de leurs freins, etc. Donc, en gros, à la question « est-ce qu'on est prêt ?» etc., la réponse n'est surtout pas la réponse technique tout de suite. La réponse technique, il faut la construire en consortium, il faut faire une IA souveraine, etc. Mais c'est d'abord de réfléchir à ce dont on a besoin, ce qu'on veut faire avec ça. Et ça, pour ça qu'il faut essayer de réfréner un peu les ardeurs en disant attention, qu'on se pose d'abord et on réfléchit. Et ça, c'est vrai pour tout ce qui concerne le numérique. Ouais, tout à fait. Il n'y a que dans les James Bond où, quand il y a un problème, il y a une solution technique qui va apporter la réponse. Vous voyez, ici, on n'a même pas réussi à envoyer le PowerPoint. Quoi. Donc, c'est pas vrai que... Et il y a ce caractère magique avec l'IA. Ouais. C'est-à-dire, tiens, j'ai une question, je lui pose, hop, et magiquement, il me pond un texte. Il y a cette fascination, il y a un côté magique, mais c'est faux en fait. Non, il y a toute une réflexion sur quel est le problème, quel est le métier, et in fine, 10%, voilà, à la toute fin, qu'est-ce qu'on met en place comme solution technique ou numérique. Mais il n'y a jamais rien de magique qui tombe du ciel, quoi. C'est pour ça que vous parliez tout à l'heure le rôle politique et le rôle un peu de coordination extrêmement important. Nous, à Strasbourg, on a lancé tous nos schémas directeurs en même temps. Schéma directeur des DRS, schéma directeur numérique et même un schéma directeur communication. Mais ce n'est pas anodin. Ce n'est pas un hasard, c'est qu'en fait, on les a lancés en même temps parce que les trois se répondent. Et quand on pose maintenant la question de l'IA, l'IA devra répondre aux problèmes qu'on a posés dans notre schéma directeur numérique, aux problèmes qu'on a posés dans notre schéma directeur communication, aux problèmes qu'on a posés dans notre schéma directeur numérique. Il faudra que ça prenne en compte les contraintes de ces trois schémas directeurs. En même temps, on a le schéma directeur RH, enfin voilà, on a 7 schémas directeurs. Donc en fait, ça permet de se dire, c'est une question éminemment transversale et il faut vraiment aller interroger tous les impacts dans tous les domaines. Sachant que des fois, ça peut être contradictoire aussi. Ah bah oui. Comme je disais tout à l'heure, on veut développer l'IA, mais c'est un coût environnemental important. Ouais. Donc, juste là, on va passer à la deuxième question que j'avais posée pour l'ANSTIA. L'IA va-t-elle nous obliger à revoir les méthodes de formation et d'évaluation? On l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais je laisse... Déjà en questionnement et en évolution. Le positionnement des établissements n'est pas encore effectif partout, mais les enseignants et les équipes d'appui à la pédagogie s'emparent du sujet. Il y a prise en compte de l'IA générative type ChatGPT, notamment dans les pratiques étudiantes pour adapter les évaluations. Exemple, intégrer ChatGPT dans le processus de réponse ou l'interdire et proposer uniquement des évaluations écrites en présentiel. Nous sommes déjà en retard pour l'évaluation. Pour la formation, le délai est moins court. Il faut l'intégrer car ça fait partie des pratiques estudiantines. Pour cela, il faut apprendre à le maîtriser et l'intégrer dans les outils à disposition. On sait que c'est là, il faut donc le prendre en compte. De la même manière qu'Internet a changé les postures. Le savoir ne venait plus que des enseignants, les étudiants avaient accès au savoir par eux-mêmes. Exemple côté travail étudiant, travail de rédaction, on peut demander aux étudiants de créer le plan avec l'aide de ChatGPT, de présenter le résultat de ChatGPT et la modification apportée par l'étudiant, ou pour la relecture et de la même manière demander à voir l'évolution entre avant et après avoir utilisé ChatGPT. Exemple côté enseignant, utilisation de ChatGPT pour réaliser son scénario pédagogique. Les services d'appui à la pédagogie se forment en masse pour accompagner au mieux les enseignants dans ces nouvelles pratiques. Dans un environnement pédagogique, il y a plusieurs acteurs. L'IA est un outil pour l'ensemble, un outil de conception, de rédaction, etc. Pour l'enseignant, pour l'étudiant et évidemment pour les services d'appui à la pédagogie ou les services audiovisuels. Au quotidien, l'IA peut être utilisée pour scénariser, pour rédiger, pour créer, pour tricher. Pour nos métiers, ANSTIA, c'est un compagnon de travail pour lequel les services se forment en masse et réalisent une veille importante. Nos événements, Journée nationale à Rennes en novembre 2023, ou Pédagolab à Lille en juin 2024 portaient sur l'impact de l'IA dans nos métiers et proposaient des pistes d'utilisation. Exemple, produire un podcast grâce à l'IA, produire un Serious Game, un scénario pédagogique. D'après les Alors, justement, là, avant de lancer la troisième vidéo, puisque
puisqu'on est dans les métiers de la communication, on entend beaucoup parler que l'IA va remplacer le métier de journaliste, que la création de contenu va être de plus en plus facilitée, mais et également la création d'images, puisque aujourd'hui c'est vrai qu'on a une facilité à créer des concepts d'images. Moi je peux vous en donner un par exemple. Un de nos chercheurs travaille sur le droit de la mer, donc il m'avait demandé de créer représenter le symbole de la justice, mais dans l'eau. Alors je ne suis pas, bien qu'habitant à Toulon, j'aurais pu aller prendre un petit symbole, aller la mettre au fond de l'eau dans ma petite anse préférée, mais non, j'ai utilisé une image créée par l'intelligence artificielle. Donc, en quoi l'IA va bouleverser ces métiers peut-être plus précis sur nos domaines, la communication et l'éditorial. À votre avis, en quoi vraiment l'IA ça peut changer par rapport peut-être à d'autres métiers qui vont être simplement faciliter des calculs, de remontée, de traitement de dossiers, raccourcir les dossiers, le traitement de dossiers pour des étudiants par exemple, tout à fait. Mais sur les métiers un peu plus créatifs, éditoriaux, à votre avis, en quoi l'IA peut changer la donne? Moi, je pense que c'est évident que ça va avoir un impact important. Ça l'a déjà, hein, on l'a dit, dans les métiers de l'éditorial ou de la communication, de la presse. Mais justement, l'enjeu, c'est bien de revenir au facteur humain et à la créativité. Parce que sinon, vous allez avoir des productions quand même très, très formatées, hein, très, très uniformisées. Alors, ça peut vous faciliter le travail, c'est-à-dire qu'effectivement, vous donnez une première ébauche, voilà. Mais après, là où on attend les créatifs, justement, ce type de métier, c'est la plus-value, c'est ce que vous allez pouvoir ajouter, c'est le facteur humain, c'est les interviews, c'est votre patte personnelle, c'est la comparaison, c'est l'esprit critique, parce que l'IA va pas apporter tout ça, hein, sauf si on entraîne bien, effectivement, et on est un expert pour prompter. Malgré tout, il faut quand même aller vérifier les sources, que ça nous produit, etc. Donc pour moi, non seulement on dit que c'est une menace pour les cadres en col blanc, l'IA, peut-être, mais c'est aussi le moment, l'enjeu de revenir justement à qu'est-ce que c'est que la plus-value de ces métiers intellectuels et créatifs. C'est bien de mettre de l'esprit critique, de la créativité, de la relation humaine, etc. Donc c'est là-dessus qu'on va vous attendre. Voilà, donc ça veut dire aussi que c'est peut-être un peu aussi dans l'accompagnement, dans la formation des professionnels, c'est là-dessus qu'il va falloir insister. On peut être dans la production de masse de communiqués de presse ou de plans d'action de com, etc. Mais qu'est-ce qui va distinguer le plan d'action de com de Toulon de celui de Rennes ou de Paris? Et il va bien falloir mettre un petit peu de valeur ajoutée, d'âme et de choses qui là pour le coup c'est de l'humain et ça sera ça votre patte. Donc ça va peut-être vous faciliter le travail, vous raccourcir le temps, mais ça va vous donner plus d'efforts en termes de créativité, pour moi, hein. Voilà. Je peux me permettre une petite boutade, c'est le soleil. C'est ça. Oui. Écoutez, moi, je vais vous répondre sous forme d'anecdote, puisque à la Sorbonne, à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, on a une école d'art, et donc ils avaient répondu à mon appel à manifestation d'intérêt. Donc il y a un enseignant en art, et il a dit à ses étudiants, voilà, créer une œuvre d'art, quelle que soit, donc vidéo, ce que vous voulez, une peinture, avec l'IA. Et les réponses des étudiants, c'est carrément bluffant. La créativité, elle n'a pas été sur tiens, essayons de prendre DALL-E pour créer la justice dans l'eau et puis comment faire le prompt de manière à obtenir la output voulue. Pas du tout. Ils ont utilisé toute une kyrielle d'outils d'IA. Mais même que je connaissais pas, hein, je veux dire, et ils les ont confrontés, ils les ont combinés, et ça a donné un rendu artistique et créatif. Et donc la créativité, elle a été là. C'était finalement avant. Alors j'en sais rien, il y a des spécialistes de la com ici. Vous prenez Photoshop, c'est ça pour faire une image, j'en sais rien. Vous aviez un outil, grosso modo, c'est ça. Bon, là.
là, voilà, la créativité, elle est là. C'est dans la confrontation des réponses, essayer plusieurs prompts, et puis, voilà. Donc, il y a moyen d'avoir de la créativité. Néanmoins, avec l'IA, en fait, c'est comme un joueur de golf. En fonction du terrain sur lequel il est, il va sortir tel club, et c'est à lui d'être créatif au bon moment pour se frapper la balle à bon escient, quoi. Enfin, je joue pas au golf, mais c'est ce que je crois, c'est ce que je crois qu'ils font, quoi. Très bien. Alors écoutez, merci. On va peut-être passer à des questions dans la salle. Johanna. Ah oui, pardon. Je passe. Tour des collègues audiovisualistes, il y aura toujours besoin de la patte humaine dans les propositions de l'IA sur les créations visuelles. Même si les rendus sont bluffants, les experts voient tout de suite la différence. Dans les métiers bureautiques, le risque, c'est le gain de temps et donc qu'on nous en demande davantage dans un temps toujours plus court, finalement être encore plus sous pression au détriment peut-être de la qualité. Pas faux. Merci. Johanna, Alors, donc, si vous avez une question, oui, il y en a une par là déjà. Ok. et après, il y a... Merci de vous être rapproché parce que c'est mon petit sport du matin. À Bogota, je le connais même pas. C'est une université privée, mais sociale. Ils ont 100 000 étudiants sur Bonjour. Alors moi j'ai une question parce que j'ai travaillé au sein de la fac au milieu des petites mains, donc de l'administration. Le matériel était extrêmement vétuste. Les logiciels n'étaient pas mis à jour depuis très longtemps et il y avait une véritable souffrance auprès de mes collègues, d'où un gros turnover, énormément de métiers très précaires. Et on avait même si j'étais dans les sciences humaines, on avait énormément chaque année de pression pour avoir le plus d'élèves possible. Et du coup, le nombre d'employés ne suivait pas. Et je pense que ChatGPT est un véritable, une sorte de nécessité. Parce que malheureusement, il y a eu un retard qui s'est fait pendant des années, des demandes qui n'ont pas suivi. Ça, on l'a bien vu pendant le Covid. Et je pense que là, on paye énormément de retard. Et je comprends, et évidemment, c'est une belle idée, l'éloge de la lenteur. Mais là, je pense que le retard est tel que ça va être extrêmement compliqué de pallier, ne serait-ce que d'un point de vue administratif, à la souffrance et la véritable demande des deux côtés, j'insiste, d'humanité. C'était terrible de voir des élèves dans un état de grande souffrance au niveau des inscriptions, des informations. On n'avait littéralement pas le temps de s'en occuper car les logiciels buggaient. C'était je ne sais pas comment vous le décrire, c'était des choses qui étaient très anciennes, des logiciels qui n'étaient plus mis à jour. Et du coup, je pense que ça va être extrêmement compliqué parce que là, le gap, il est énorme. Je ne sais même pas comment faire pour ne pas mettre de l'IA et extrêmement vite, ne serait-ce que, évidemment, par des chatbots. Votre chatbot que vous avez décrit, je pense que c'est une très bonne idée. Mais le retour que j'avais des élèves, c'était une envie d'humain. Une envie parce que ce sont des élèves qui sont dans des environnements très, très stressants, avec des problèmes personnels importants. Et nous étions dans l'incapacité de juste passer du temps avec eux. Voilà. Donc ce n'est pas véritablement une question, c'est plutôt une observation par rapport à ce que j'ai pu voir au niveau ne serait-ce que de gens qui rentraient les notes, etc. De retours que j'ai eu par rapport à mes collègues. Voilà. Oui, vous avez raison. Après, normalement, on est quand même censé faire en sorte que les outils soient mis à jour et répondent aux besoins. Alors après, évidemment, les situations peuvent être contrastées selon les établissements. Mais là où c'est certain, c'est que quand j'ai dit qu'il fallait qu'on choisisse nos combats et qu'on fasse des priorités, c'est bien pour voir si on investit dans l'IA, dans les process administratifs, c'est bien en termes de valeur ajoutée, au regard de ce qu'on attend au final. Automatiser la facturation, etc., ça va nous faire gagner du temps, peut-être des ETP en services facturiers, ça sera très bien, surtout en période de pression sur la masse salariale, mais
Bon, la plus-value en qualité de service, c'est de l'efficacité, voilà, économique, mais c'est tout. En revanche, travailler sur les process de scolarité, sur l'accompagnement des étudiants, sur le traitement de leurs dossiers étudiants, de leurs dossiers administratifs, de leurs inscriptions, de leur diplomation, de tout ça, pour aller plus vite, pour leur apporter des réponses plus rapidement, pour permettre de dégager du temps aux gestionnaires de scolarité et aux profs, pour passer plus de temps humain avec les étudiants, là, il y a une plus-value réelle. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que dans le cadrage qu'il faudra qu'on mette dans les établissements, sur notre charte d'accès à l'IA, sur l'examen des process, il faudra qu'on voit dans quel process métier la valeur ajoutée humaine est la plus importante. Parce que sinon, l'IA, on peut en mettre partout et on gagnera en efficacité partout, mais bon, ça sera aussi une justification pour nous donner moins de moyens pour remplacer nos personnels. Hein. Et l'idée, c'est quand même pas de supprimer. En tout cas, les établissements ne sont pas forcément dans cette réflexion-là, même si on est tous conscients qu'il faut faire des économies budgétaires à l'échelle de l'État. Mais l'idée, c'est quand même plutôt de gagner en efficacité, évidemment, puis de gagner en qualité de service. Qualité de service rendue à nos usagers, à nos personnels, à nos chercheurs. Moi, je veux travailler sur une IA qui permette aux chercheurs de lui faciliter la vie, parce que les chercheurs, ils n'arrêtent pas de se plaindre, et ils ont raison, c'est trop compliqué l'administration, répondre à des appels à projets, faire un ordre de mission, partir à l'étranger, enfin, tout est compliqué pour eux, on leur demande 36 000 choses administratives. Moi, je veux faire un IA là-dessus, pour faciliter la vie des chercheurs, pour qu'ils cherchent et puis qu'ils arrêtent de faire de l'administration. Ben voilà, c'est ça la valeur ajoutée. Mais donc on va se consacrer peut-être à l'accompagnement des étudiants, de la formation, des profs, de la recherche, nos missions principales de la vie étudiante. Puis les process administratifs, eh ben, on fera au fur et à mesure et on faudra hiérarchiser. Enfin, moi, c'est ma vision. J'espère que c'est la vision de, je pense, un grand nombre d'acteurs. C'est la vision, je pense, des équipes politiques. Et c'est là où on a besoin d'échanger vraiment au niveau national et de mettre en place des consortiums pour avancer ensemble sur ces solutions-là, pour aller plus vite, quoi. Voilà, justement, pour aller plus vite. Si je peux juste dire un mot, du coup... Et justement, nous, à Paris 1, on a mis en place, à titre expérimental, un chatbot, mais qu'on appelle de premier niveau, c'est-à-dire pour les réponses aux questions les plus classiques, qui engorgeaient nos services de scolarité, qui devaient sans cesse répondre à des questions qui finalement se retrouvent sur le site web, mais c'est un maquis d'informations. Et grâce au chatbot, voilà, l'heure d'ouverture de la bibliothèque, il n'est pas nécessaire de faire la queue désormais à la scolarité pour le savoir, ou, bon, j'invente, hein, mais et ce qui leur a permis de dégager du temps sur les particularités. C'est-à-dire, moi, mon cas est spécifique, donc j'ai besoin d'un accompagnement humain. Eh bien, ils ont redégagé du temps pour accueillir ce public-là, qui avait besoin d'un accueil personnalisé. Et tout ce qui est un peu générique, je vais dire ça comme ça, c'est un peu comme la SNCF, vous avez besoin de réserver un train, maintenant, c'est un Paris-Marseille, plus besoin d'aller au guichet. C'est un Paris-Marseille classique, donc... pas besoin d'humain, je vais dire. Par contre, si vous êtes en chaise roulante, là, vous avez besoin d'humain. Et donc, et j'espère que la SNCF le fait, c'est justement, là, vous êtes pris en charge de manière humaine. Et ils ont dégagé du temps. Alors, je sais qu'ils ont supprimé des emplois, c'est peut-être pas le bon exemple, mais enfin... et voilà, nous, c'est dans cette perspective, c'est de désengorger la file, parce qu'il y a souvent la file à la scolarité, aux différentes scolarités, pour des questions finalement bateaux, excusez-moi de le dire comme ça, qui peuvent donc être répondues, voilà, et voilà, je veux dire, c'est une information commune, donc il n'y a pas d'enjeu humain, pour justement avoir une meilleure qualité, une fois de plus, qualité de vie au travail, c'est très important. Une question de Tiffaine ? Oui, bonjour à toutes et tous. Tiffaine Diouf, je travaille à l'Institut Agro. Alors déjà, juste pour rebondir sur la SNCF, j'arrive de Montpellier. J'ai découvert à la Montpellier Sud de France une sorte de télécabine avec un conseiller qui répond aux clients. Au début, je croyais que c'était quelqu'un qui était basé à Montpellier-Sarroc et en fait non, c'était quelqu'un qui ressemblait beaucoup à la dame qui est à l'écran derrière vous. Donc même la SNCF commence à prendre ce biais-là. Avant, je vais vous faire un petit témoignage à la fin, mais j'avais juste des petites questions justement qui sont liées un peu pour moi à des histoires de cohérence.
Vous avez évoqué des systèmes d'IA, donc je connais bien celui qui était développé à Rennes parce que j'étais avant à l'université de Rennes au moment où ça s'est mis en place. Et en parlant de systèmes franco-français, je pense qu'il y a aussi un risque avec la souveraineté à trop se renfermer. Et à mon avis, il y a peut-être un périmètre européen à garder aussi à l'esprit à ce niveau-là. Notamment aussi dans une démarche de science ouverte. Je pense que l'IA... Enfin, si on multiplie la science ouverte par l'IA, on peut peut-être arriver à des choses aussi assez formidables. Alors moi, je ne maîtrise pas tout ça, mais je me dis que si tout est ouvert et que tout ça contribue à une base de connaissances un peu sûre, ça peut permettre d'accélérer la recherche et les résultats de la recherche, d'où aussi nécessairement l'importance pour nos établissements de faire plier Elsevier ou les autres éditeurs pour qu'ils contribuent aussi à cette connaissance et à s'assurer de la fiabilité de ces connaissances. Donc ça, c'est le premier point de cohérence que je voulais soulever avec vous et avoir un peu votre avis. Le deuxième, c'était... j'ai oublié votre nom, je suis désolée, mais vos craintes en fait par rapport à OpenAI en tant que solution américaine, non souveraine, etc. En fait, pour moi, on est déjà complètement le nez dedans, voire plus, parce qu'on est déjà tous sur Zoom, Teams. Enfin, du coup, pourquoi OpenAI serait plus... Enfin, il faut être cohérent aussi, c'est-à-dire que si on dit on interdit ChatGPT, dans ces cas-là, il faut aussi être en capacité de proposer des solutions souveraines pour d'autres aspects que l'IA, je pense. Je pose des questions qui ne sont pas simples, je sais. Et dernière chose, et là c'est pour rassurer mes collègues, j'utilise très peu, mais j'ai assisté, après avoir assisté à 15 conférences autour de l'IA dans la communication publique et tout ça, j'ai quand même fait un petit tour sur ChatGPT. Et comme je viens de prendre mes fonctions à l'Institut Agro, je lui ai demandé ce que faisait l'Institut Agro pour permettre, c'était une question très précise, hein, pour contribuer à l'ODD numéro 4, et notamment, Et il m'a apporté une réponse très complète en parlant de super projets scientifiques développés par l'Institut Agro et Météo France, ce qui était probable, hein, étant donné que c'est pour ça que j'ai été recrutée pour l'instant. Il y a un petit souci d'accès à l'information, mais voilà. Et quand j'ai voulu creuser avec lui, j'ai eu l'impression de le prendre en flag de mensonge, parce qu'il m'a tout de suite dit que non, il ne pouvait pas me donner ses sources, que du coup, il me répondait ça parce qu'au vu de l'activité de l'Institut Agro, il était très probable mais que pour m'en assurer, il fallait que je contacte le service communication. C'est véridique. Comme quoi, ça prouve que les services communication servent encore à quelque chose. Ouais. Peut-être moi rapidement pour dire que le franco-français, oui, on a dit surtout le système intra-ESR, parce qu'on a déjà des sources et des données extrêmement importantes et en données ouvertes. Après, vous avez raison, en sciences ouvertes, évidemment, c'est un lieu. Et puis après, c'est aussi au niveau européen où on se place. De toute façon, il y a l'IA Act qui est sorti en 2024 et on s'appuie là-dessus. Et évidemment, il faut construire des choses à l'échelle européenne pour une souveraineté européenne et française. On se disait, c'était plus à l'échelle du secteur public global et de l'ESR en particulier, parce qu'on a déjà beaucoup de choses qu'on peut mettre en commun pour faire notre propre donnée. Mais après, en sciences ouvertes, on est d'accord qu'il faut le faire à l'échelle européenne. Après, sur les outils, moi, je suis un petit peu... ça m'énerve un peu, ça, parce que je suis désolée, on n'est pas censé utiliser Zoom, ni c'était quoi, Teams. Il y a des outils publics, souverains, qui existent. Il y a des outils développés par les consortiums ESR. Il y a BBB. Alors, je sais bien que BBB est critiqué, mais je suis désolée, ça marche très bien. Il y a des outils collaboratifs qui sont produits au niveau de l'ESR et au niveau de l'État. Et on a des injonctions européennes et nationales pour ne pas utiliser ces outils-là. Je ne comprends pas que les services publics l'utilisent. Moi, je vais vous dire un truc. Mais après, attendez, l'inspection générale, le ministère, etc.,
Hier, j'ai fait 2 visios, on m'a envoyé 2 liens Teams. Le ministère, j'ai envoyé un message, j'ai dit « Je ne participerai pas à votre visio, vous changez le lien, moi je ne réponds pas sur Teams ». Eh bien, ils m'ont changé le lien, ils sont passés par un lien souverain du ministère, et puis on a tenu la visio. Mais je veux dire, il faut aussi qu'on soit responsable, que chacun, on dise « non, stop, on arrête ». Bon, je suis un peu excessive sur ce sujet-là, je reconnais, mais je veux dire, si on fait pas tous, on prend pas tous notre bâton de pèlerin là-dessus, on changera pas les choses. Or, ils existent les outils. Le ministère, il avait les outils. Il dit ah ouais, désolé, bon, on va prendre l'autre. Puis l'autre, il a marché très bien, donc ça ne posait pas de problème. Il faut juste leur faire remarquer qu'il faut qu'ils respectent les propres règles qu'ils édictent. Bonjour, juste pardon, moi je veux bien dire une petite chose à ce propos. Mélanie Ducolombier de la commune Université de Toulouse, ça pose la question du cloisonnement. On travaille aussi avec des entreprises à qui, quand on envoie nos liens à nous, n'arrivent pas à avoir un accès correct. On a une espèce de... Ouais, mais ça pose... Et nous, on a des collègues qui travaillent par exemple sur des plateformes et qui nous disent, moi j'ai besoin de Teams parce que si j'ai pas Teams, je peux pas interfacer avec mes partenaires, je peux pas travailler correctement avec le réseau. Et ça, c'est une vraie question, et ça pose aussi la question de la manière dont on forme les étudiants. On les forme pour qu'ils entrent dans le monde de l'entreprise, et on peut pas aller jusqu'à tout cloisonner, parce que sinon, on les forme pour un environnement dans lequel ils n'évolueront pas plus tard. Et je m'interroge sur jusqu'où on met le curseur de ce qu'il faut qu'on fasse en interne, de ce qu'il faut qu'on fasse avec nos partenaires en externe. Et ça, c'est un vrai sujet qu'il faut qu'on arbitre peut-être collectivement, partiellement, mais aussi à l'aune de chaque contexte particulier. Oui, donc si je peux ramener un petit peu justement de pragmatisme par rapport à cette position idéologique à laquelle j'aimerais bien adhérer, mais en fait on n'y arrive pas, on peut pas utiliser BBB ou les outils de rendez-vous par exemple de Renater, tout simplement parce qu'ils sont pas assez stables par rapport à un Teams ou un Zoom. Voilà, c'est ça. Et donc alors on pourrait pousser vers le libre, mais dans ce cas il nous faut 2 fois plus de personnes à la DSI. Et de toute façon, on ne les trouvera pas parce qu'on ne les paye pas assez bien par rapport au privé. Non, mais ça, c'est la réalité. Donc, oui, on a un abonnement Zoom à Paris 1. Et voilà. Et oui, il y a des universités telles que, on cite Lille et Rennes, qui ont décidé de quitter Zoom petit à petit. Mais à quel prix ? C'est-à-dire qu'il va falloir donc accompagner, et on sait qu'il va falloir accompagner beaucoup les enseignants qui vont utiliser ça, parce que c'est pas évident à utiliser par rapport à un Zoom où hop, on allume et c'est magique. Alors le franco-français, non, à Rennes c'est pas ça. Hein. Le RAG à Rennes, il fait tourner des modèles de langage. Il y a Phi3, il y a Lama, il y a Mistral, Mixtral. Bon, tout ça c'est des modèles de langage, alors soit européens, soit américains. Mais bon, il y a Albert qui va arriver, donc voilà. Et en fait, vous faites tourner ce que vous voulez sur ce modèle-là. C'est pas franco-français, c'est... Tous les données qu'on va interroger... Alors, il n'y a pas de micro. Et vous lui dites sur quoi il peut travailler en fait. C'est pas forcément franco-français, ça peut être sur des textes européens. Voilà. Donc voilà, je sais plus, il y avait peut-être une autre question, je sais plus. Si je peux apporter peut-être une précision sur ce qui vient de dire. Vous avez peut-être remarqué qu'au niveau du programme, au début, était proposée une intervention du Data Lab, Data Lab, de la DINUM, voilà, c'est les petits acronymes des noms du projet, qui finalement n'ont malheureusement pas pu être présents avec nous, mais effectivement, il y a Marcel, alors je ne sais pas si Marcel, ça évoque quelque chose à quelqu'un, mais c'est une solution qui est déjà en cours d'expérimentation au niveau de l'éducation nationale. Et donc, ils nous ont dit que pour l'instant, pour l'ESR, ils n'étaient pas encore assez avancés. Enfin, c'est pour ça qu'ils ne se sentaient pas forcément non plus d'intervenir aujourd'hui. Mais effectivement, avec l'AMU et la DINUM, enfin, des acteurs qui ont été cités tout à l'heure, on sait qu'il y a un travail en cours. Et j'invite toutes les personnes qui ne le seraient pas encore à rejoindre l'espace Rezana de Comosup, puisqu'on essaye effectivement d'être exemplaire en la matière. Oui, il y a Rezana. Et au niveau national, au niveau du ministère, on a le groupe Coréal, qui est sur toute la stratégie numérique de l'ESR, avec un des ateliers spécifiquement, effectivement, sur l'IA. Donc, on espère que ça va avancer. Et puis, les exemples qui ont été cités avec Rennes, etc., ça a vocation à se déployer sur l'ensemble du territoire. Et puis, au niveau de la fonction publique,
là, c'est plutôt les outils type Albert, effectivement, qui sont utilisés, qui sont déjà testés dans un certain nombre de services publics. Donc, on a pris du retard quand même, je pense, par rapport à d'autres, mais ça commence à se mettre en place au niveau ministériel, au niveau d'INUM. Et grâce, moi, j'insiste vraiment à la collaboration entre les universités sur ces sujets. C'est vraiment important. Ouais. Et puis, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut s'adapter évidemment à son public. Quand je râlais, c'était quand on était entre nous, entre services publics ou à 3-4, on pouvait utiliser les outils. Quand on est à 200, avec des partenaires multiples qui viennent du privé, évidemment qu'on s'adapte. Mais on peut quand même essayer d'avancer sur le chemin de la souveraineté. Je pense qu'on peut quand même y arriver. D'autres questions ? Je sais que j'ai eu plein de personnes, puisqu'on a un petit groupe WhatsApp, encore une solution pas souveraine, qui étaient très intéressées par tout. Enfin, c'est vraiment très concret, je pense, et à la fois en même temps une réflexion importante à apporter et partager. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est le moment. Okay, je me rapproche d'Angers, je vous situe géographiquement. Bonjour. Moi, je veux bien en savoir un peu plus sur le consortium qui a été mis en place et comment ça marche, comment il est utilisé. Et s'il y a d'autres cas dans les universités françaises, les gens qui sont représentés ici. Tout est parti de contact humain finalement, puisque Olivier Wong, le VPNUM de Rennes, fait partie aussi du bureau des associations des VPNUM comme moi, et puis il a remarqué que son RAG à Rennes n'était utilisé que finalement très peu, et je lui dis mais moi j'ai besoin d'une solution souveraine, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de le partager, mais il faudrait qu'on soit plusieurs. Il nous faudrait davantage d'ingénieurs en informatique. Est-ce que tu connais pas quelqu'un, Centrale Supélec? Alors je lui dis moi non, mais quelqu'un que je connais quelqu'un. Et puis ça a commencé comme ça. Et donc on a sollicité des fonds de la DGRI qu'on a obtenus. On a eu 700 000 €. Et ça va se mettre en place, là, tout doucement, ça se met en place. Et donc, nous ont rejoint dans le bateau Reims et Lille. Pourquoi Lille? Une fois de plus, parce que le président des VPNUM, c'est Pierre Boulet, il est à Lille. Mais alors, ça nous a permis donc de faire une première tentative avec succès. Et on en a parlé aux autres VPNUM. Et donc, il y a d'autres initiatives qui commencent à se mettre en place dans le sud. Là, j'ai entendu, donc il y a Montpellier, Aix et je ne sais plus qui, Nice peut-être, je ne sais plus, parce qu'on n'en fait pas partie, mais et ça fait des petits, Donc, voilà, l'idée, c'est de se mettre à plusieurs, sans pour autant se mettre trop nombreux, sinon il y a de la congestion, bien sûr, mais et là, ça fait sens, parce qu'on a des économies, on a des rendements d'échelle, des économies d'échelle, puisqu'il y a un seul serveur, donc il faut de la maintenance, il faut de la mise à jour, donc il y a du personnel là derrière. Et si chaque université fait ça, il ne peut pas y arriver, ça c'est certain. Mais donc, voilà, cette idée, elle va être repiquée. La DGRI nous pousse dans le sens-là, à créer des consortiums, et finalement, pour faire tourner nos modèles, et pas de fuite de données vers les États-Unis, quoi. C'est ça. Quand j'étais au colloque, aux journées des directeurs des systèmes d'information, des NUM, il y a eu la présentation du système, du consortium présenté par le VP de Rennes. Et il y avait tous les DSI de toute la France qui étaient là. On veut y être, on veut se ploguer à Raga. Enfin, voilà, c'était marrant parce que voilà, tout le monde voulait y aller. Mais effectivement, là, on est sur des POC et puis après, les consortiums ne peuvent pas être trop gros. Mais il faut qu'il y en ait qui couvrent sur tout le territoire. Donc ça, c'est à encourager effectivement par le ministère et par notre tutelle, et puis il y a des fonds pour ça. L'idée, c'est que tout le territoire, à un moment, soit couvert par des consortiums, et puis se mettre en commun leurs ressources, leurs data centers, parce que bon, il faut quand même héberger ces process-là. Donc, si on le fait entre nous, ça coûtera moins cher que si on fait des licences avec ChatGPT. Voilà. Ou les autres. Ou Amazon. Oui, parce qu'Amazon, ils sont effectivement très offensifs auprès des établissements. Moi, j'aurais une petite question. Je voudrais savoir... Du coup, pour rebondir, Pardon. Ça, c'est la solution technique, en fait, que vous mettez en place, c'est ça?
C'est des data centers, concrètement c'est ça. Mais les finalités, elles ont été décidées avant par les établissements. Ouais, c'est ça, ouais. Les finalités j'y connais rien, je découvre moi aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a les bases de données. Quelles bases de données on va aller interroger? Par exemple, toutes les ressources documentaires, les données qui sont dans les universités. Donc après, il faut construire effectivement qu'est-ce qu'on va aller interroger dans les différentes bases de données. Il n'y a pas que l'outil technique. Hein. Je pense que la question elle est aussi sur les cas d'usage. Vous aviez interrogé ChatGPT tout à l'heure, ou enfin hier, et il vous a répondu correctement. Puis après, quand vous avez un petit peu... voilà, il imaginait une réponse. Et donc, ce type de serveur, si vous voulez, vous allez pouvoir lui dire, pour me répondre à la question, base-toi là-dessus, sur tel site web, ou sur tel document PDF ou Word, ou ce que vous voulez, ou sur tel serveur où vous avez mis plusieurs documents. Et il ne va pas, du coup, inventer. Il va aller précisément chercher les informations. Et là, quand il ne saura pas, il va dire, je n'ai pas la réponse. Contrairement à ChatGPT, oui, il va absolument vouloir vous répondre. Donc c'est la version gratuite, je suppose, puisqu'il n'avait pas accès à Internet, c'est ça ? Il avait accès à Internet quand même. Mais bon, ChatGPT, il n'y a rien à faire, il va vous répondre, même s'il ne sait pas. C'est... Ou voilà, quoi. Mais, donc l'avantage des RAG, c'est ça, c'est Retrieval Augmented. Donc c'est-à-dire, il va exactement chercher là où vous lui dites d'aller chercher. Et surtout, c'est des modèles pré-entraînés, donc il ne se réentraîne pas sur ce qu'on lui donne. Et ça, c'est essentiel, parce que si vous voulez ensuite l'utiliser dans les différents services d'inscription, par exemple, où vous avez le RIB des étudiants qui ont payé leur inscription, ou leur numéro de sécurité sociale, de la carte vitale, ça ne peut pas fouiller ça. Ça ne peut pas aller sur un serveur américain, ça. C'est pas possible. Alors, je ne sais pas si la question, elle portait aussi sur les cas d'usage. Je sais pas si... Oui, c'était ça. Ouais. Alors, si je peux me permettre de répondre, parce que je travaille à l'Université de Rennes aussi, en dehors d'être présidente de Covosup, et je fais partie des personnes qui expérimentent RAG à Rennes, avec notamment Julien Le Bonheur, qui intervient tout à l'heure, et du coup, qui pourra vous en dire plus sur nos cas d'usage à nous. Pour l'instant, au niveau de la communication, on n'a pas encore été assez loin sur l'évaluation des cas d'usage. On n'est pas à cette étape-là. Là, pour l'instant, on est vraiment sur l'étape, effectivement, de configuration des serveurs et des bases de données. Mais les cas d'usage en tant que tels, c'est mené en parallèle, parce que comme ça a été dit plus tôt, en fait, c'est des mois de travail. Enfin, l'expérimentation, on est dessus depuis avril, et on a encore du mal à définir vraiment ce qu'on veut. Par exemple, si on veut créer des images d'illustration pour des articles, et ben rien que poser cette question-là, et la façon dont on souhaiterait que la machine réponde, ça sous-entend plein d'autres questions. Et donc voilà, ça se fait en parallèle. Je ne sais pas si vous êtes sur les cas d'usage, en fait, parce qu'il y avait la question concrètement à quoi ça, comment ça se fait, mais aussi comment ça a été conçu. Je crois que c'était ça. Ouais. Moi, j'aimerais savoir qui utilise dans les communicants. Est-ce que vous utilisez déjà, à titre personnel, l'IA, ouais. D'accord. Ah ouais, donc voilà, c'est déjà. Ouais, c'est intéressant. Moi, je pense qu'on dit, on parle d'intelligence artificielle. Là, je pense qu'on est plutôt dans l'intelligence collective augmentée, quoi. Voilà, c'est comment on travaille ensemble sur des cas d'usage, sur des ressources communes. Et effectivement, ce qui prend du temps, c'est de les créer, ces cas d'usage. Et d'entraîner les machines. Ça nécessite quand même un peu de disponibilité des équipes. Ouais, parce qu'un cas d'usage, par exemple, qui est transversal au métier, c'est la rédaction automatique, la retranscription automatique de compte-rendu de réunion, pour faire des notes de synthèse. Globalement, potentiellement, ça intéresse tous les personnels de l'université, quelle que soit leur fonction. Par contre, sur d'autres sujets, nous, on voit bien, il y a eu 3... groupes qui ont été formés, un groupe pédagogie, où donc là c'est toutes les questions liées à l'enseignement et à l'apprentissage et aux étudiants, un groupe recherche, où là c'est toutes les questions liées à la recherche, voilà, comme son nom l'indique, et un groupe administration. Et dans le groupe administration, il y a communication dedans, mais il y a aussi DSI, DRH, DAGI, enfin voilà, toutes les fonctions métiers, et on s'est rendu compte que là,
clairement, comme on est tous très occupés, effectivement, on n'a pas eu encore le temps vraiment d'affiner par métier ce que ça peut signifier. J'ai du mal à voir en fait là tu disais, là on est sur la configuration des données et des serveurs. Mais qu'est-ce que tu mets dans ces quelles données tu vas chercher si tu ne sais pas encore ce que tu vas lui demander en fait, derrière. Alors, il y a plusieurs cas d'usage. Je vous en ai 2 exemples. Et un exemple où on a des chercheurs qui travaillent sur des textes anciens, et donc il faut une reconnaissance des caractères. Or, c'est des textes qui ont été écrits à la main. Et donc avant, il fallait les déchiffrer, etc. Et donc ce travail est grandement facilité par l'IA puisqu'il reconnaît beaucoup plus facilement. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail encore derrière, hein, mais ça a permis de faciliter grandement leur travail. Donc c'est un peu plus rapide. Un deuxième cas d'usage, et ça c'est ce qu'on a mis aussi en place à Paris 1, c'est une moisson de sources bibliographiques. C'est-à-dire, vous avez un thème de recherche, vous voulez, avant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait aller à la bibliothèque et retrouver les articles, les lire, etc. Maintenant, on ne fait plus ce travail-là. C'est-à-dire que c'est l'IA qui va le faire automatiquement. Vous avez le graphe des citations, et donc l'IA va faire le travail. Tiens, voilà le papier fondamental, voici les papiers satellites qui ont appliqué ce concept, etc. Vous voulez en plus comme un résumé des abstracts, il n'y a pas de souci, ça va vous le faire, quoi. Donc en termes de moisson pour la recherche, ça le fait aussi. Et alors vous pouvez donc restreindre le corpus textuel sur lequel il va chercher. C'est-à-dire que vous travaillez sur tel mot-clé, mais ce mot-clé, moi, ça ne m'intéresse pas en épidémiologie ou en médecine. Je veux que en sociologie et en anthropologie, par exemple. Et donc vous pouvez, comme ça, c'est pour la recherche, ça facilite aussi, quoi. Pour la communication, l'exemple, c'est la charte graphique. L'exemple le plus simple. Tu lui donnes tes périmètres de charte graphique. Et grâce à ça, après, tu peux lui dire, voilà, je veux créer un document qui soit conforme à la charte graphique, à tel et tel principe, ou des photos de ta photothèque. Parce que, enfin, on l'a vu, hein, et puis Tiffany le disait tout à l'heure, mais les représentations, que ce soit en termes de genre ou de diversité, quand on fait appel à la création d'images par l'intelligence artificielle aujourd'hui, elles sont déjà très stéréotypées, et en plus très conformes les unes aux autres. Et on sait que si on veut être au plus proche d'une réalité, en tout cas, on a intérêt à nourrir la machine. Et c'est aussi comme ça qu'on peut le faire. Est-ce qu'on a une dernière question avant d'aller déjeuner? Eric, vas-y. J'en ai une question, et là je me projette à demain, voire après-demain. Est-ce qu'on ne va pas générer avec l'IA une certaine dépendance qui fait que les jeunes de demain, enfin les jeunes actuellement conformes et qui vont sortir sur le marché du travail demain, est-ce qu'ils ne vont pas aussi dire je vais choisir un métier parce que j'ai une béquille qui est l'IA générative? Et nous, du coup, si on prend un peu de temps à le mettre en place, est-ce qu'on ne va pas avoir de plus en plus, on a déjà du mal à recruter dans beaucoup de postes, mais est-ce qu'on n'aura pas aussi encore plus de mal parce qu'on dira, nous, encore l'IA n'est pas hyper développée partout, on a choisi. Donc cette question, on se projette un peu, mais comme il y a une dépendance aux réseaux sociaux, une dépendance au téléphone, est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Est-ce qu'on peut déjà dire, attention, demain, il faudra l'IA, s'il n'y a pas d'IA, il n'y a pas de nouveaux collègues, la nouvelle génération ne voudra pas venir travailler chez nous? C'est la question à laquelle on n'a pas finalement répondu, c'est les modes d'évaluation. Et c'est un attendu en fait sur le marché du travail de pouvoir maîtriser les IA et les différents outils d'IA. Donc, dans un premier temps, c'est certain qu'il ne faut pas pousser nos étudiants à utiliser que l'IA. Il faut qu'ils apprennent par eux-mêmes à réfléchir et à construire des raisonnements et à sourcer, recroiser, ça c'est certain. Mais d'un autre côté, il ne faut pas les laisser en dehors complètement de l'IA, il ne faut pas l'interdire, parce que c'est un attendu de demain. Regardez les joueurs de foot, quand ils s'entraînent, ils ne font pas que jouer au foot, hein. Ils font du footing, ils font de la musculation, ils font de la stratégie de positionnement. Ils ne font pas que jouer au foot. C'est après qu'ils jouent au foot. C'est après qu'on leur donne le ballon. Voilà. Mais nous, c'est pareil. Il faut, avant de leur donner le ballon, il faut d'abord les muscler. Et donc,
dans les évaluations, c'est comme ça. Alors, ça va être une coloration disciplinaire, c'est plus ou moins vite vers l'IA ou non. Ça, c'est évidemment, si vous êtes en informatique, ça ne sera pas la même chose qu'en sociologie. Mais il y a un moment donné où c'est inéluctable. Non, il n'y aura pas de retour en arrière. Oui, on en sera dépendant. Mais c'est comme ça. Vous êtes dépendant de votre micro pour parler. Vous êtes dépendant de votre téléphone pour téléphoner. Vous n'envoyez plus de lettres, vous envoyez des mails maintenant. C'est comme ça. Ça fait partie du paysage de demain dans tous les métiers. Ou presque. Par contre, c'est quand même une bonne question. Moi, je ne m'étais pas posé cette question encore de risque de recrutement dans nos services, par exemple dans la fonction publique. Parce que finalement, on forme nos étudiants pour qu'ils soient à l'aise avec l'IA pour tous les métiers auxquels ils vont prétendre. Mais nous, est-ce qu'effectivement, nous, on va être prêts à leur offrir ce contexte de travail ? Oui, c'est une sacrée question. Nous offrons des formations à l'IA. Oui, mais nous, alors effectivement, nous là, on va offrir des formations à l'IA pour tous les personnels, mais si on ne met pas l'IA en pratique dans nos process, est-ce que ça va décourager des gens de venir travailler chez nous? C'est une bonne question, je ne m'étais pas encore posée. Oui, je pense qu'il y a un risque, en effet. Alors, ça dépend des métiers, je pense. Mais par exemple, des métiers, des administrations où il y a du boulot extrêmement répétitif, comme en RH, en finance, en compta, on a déjà du mal à recruter dans ces métiers-là. Si en plus on leur dit vous allez faire du boulot répétitif, pas intéressant et qu'il n'y a pas l'IA, peut-être qu'on aura encore plus de mal à recruter. Alors là, je prends le point. Hein. Mais il y aura l'IA, mais pas tout de suite, mais il y aura, effectivement. On n'a pas le choix. Oui, merci. Joanna m'a autorisé à poser une dernière question. Philippe Veloso, Université de Bordeaux. Ma question, c'est juste, est-ce que vous recommandez, par rapport notamment à la question du respect des données, etc., de travailler plutôt avec des IA européennes, des sociétés européennes type Mistral, plutôt qu'OpenAI, ou des choses comme ça? Est-ce que ça fait une vraie différence? Nous, typiquement, on s'interroge sur un projet où on voudrait utiliser des IA, et on se dit peut-être qu'on va aller plutôt vers des sociétés type Mistral, la société française bien connue, mais est-ce que c'est une reco importante de votre part? Est-ce que c'est une chose qu'il faut vraiment envisager sérieusement à ce stade? Ça fait partie des chartes éthiques, moi, dont je parlais tout à l'heure, mais qui sont à la main des gouvernances d'établissements, effectivement. Un certain nombre d'établissements commencent à adopter des chartes éthiques sur l'utilisation de l'IA, à la fois en formation, mais en recherche surtout, en rappelant le respect des données, la sécurisation des données. On n'a pas beaucoup parlé de la propriété, de la PPST, hein, la politique de protection scientifique et technique, des questions de souveraineté des données et de propriété intellectuelle, etc. Donc ça fait partie des politiques d'établissement qui, normalement, ces sujets-là, ils devraient être intégrés dans la charte éthique sur l'IA. Et donc, on devrait inciter, effectivement, nos chercheurs à plutôt aller vers des IA moins commerciales, on va dire. Mais c'est à la main actuellement. Il y a des recommandations. Il y a l'IA Act européen quand même qui nous incite à le faire. Il y a la politique il y a la politique IA de la France qui va aussi dans ce sens-là. Enfin, après, il faut que ça se décline dans les gouvernances des établissements. Et en fait, c'est la même réponse que pour Zoom tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire que si vous laissez faire le chercheur, mais c'est évident qu'avec ChatGPT, c'est facile. Et c'est comme pour la trottinette électrique, on ne peut pas leur interdire. D'ailleurs, moi, j'ai mon abonnement ChatGPT, je le paye chaque mois personnellement, parce que je l'utilise, voilà. Et parce que j'ai besoin des GPT, je fais des maths, et donc je peux aller interroger plus spécifiquement des GPT spécialement entraînés et qui vont interroger Mathematica, par exemple. Donc, voilà, parenthèse fermée. Et qui va me l'interdire, ça? C'est chez moi. Je fais ce que je veux. Donc on ne peut pas interdire les chercheurs. Or, si on les laisse faire de manière naturelle, ils vont aller à la solution la plus facile, comme avec Zoom, c'est plus facile, oui, que Rendez-vous de Renater ou BBB. Donc, on peut faire des chartes et tout ce qu'on veut. On peut écrire tout ce qu'on veut. Si après, de toute façon, après, ils ont la liberté académique. Ils feront ce qu'ils veulent. Donc, il faut quelque part les inciter et leur montrer que oui, c'est possible, oui, c'est facile, voilà une solution alternative. C'est pour ça que moi, je plaide à fond pour les consortiums qu'on a fait avec Rennes, puisque je leur dis non, mais attendez, regardez, c'est facile aussi. Et ça vous donne de meilleurs résultats. Et c'est moins énergivore en plus. Petite cerise sur le gâteau. Donc, voilà. Mais
il faut tout un travail d'acculturation, de la pédagogie avec eux pour leur dire, voilà, c'est pas plus compliqué qu'OpenAI, tu te connectes de la même façon sur un serveur